Merci. Bon, mais merci pour cette présentation et pour cette invitation à faire connaître donc des travaux de recherche menés dans le cadre d'activités de conservation-restauration. Donc, j'ai fait le choix de revenir dans un premier temps dans cette présentation sur ce qu'on entend par conservation-restauration, à la fois les missions qui incombent conservateurs-restaurateurs, dans le cadre des missions des institutions patrimoniales, de façon à vous amener progressivement justement vers ce travail de recherche, de connaissances technologiques, puisque c'est là un peu le cœur de mon activité de chercheur à Paris. Voilà. Pour rappel, qu'est-ce qu'on entend par la conservation-restauration? C'est un ensemble de mesures et d'actions qui ont pour but, donc pour objectif, de la sauvegarde du patrimoine culturel, tout en garantissant donc son accessibilité aux générations présentes et futures. Donc c'est une définition qu'on rappelle souvent à nos étudiants notamment, puisque c'est des définitions qui ont été donc votées en 2008 par l'ICOM-CC, donc l'ensemble des participants cette communauté donc, professionnelle en lien avec la concertation. Et ici, rappeler que donc, ce sont des mesures et des actions. Donc, effectivement, ce sont des actions directement sur les objets ou l'environnement des collections, mais que, bien entendu, la documentation, la connaissance des œuvres, dans leurs paramètres technologiques, dans leur histoire patrimoniale, rentre activement de ce processus de sauvegarde. Et on parle souvent d'intervention de travail de restaurateur sur la part matérielle et immatérielle, donc sur ces deux phases. Et donc du coup, ce travail de recherche, de connaissances technologiques rentre bien entendu dans les missions de conservation-restauration. Euh, Comment on intervient au regard des missions qui sont données aux institutions patrimoniales. Donc, les principales missions sont de rendre accessible, de rendre disponible et de permettre la mobilité. On connaît aujourd'hui donc les activités des musées, hein, accessibilité certes au public, mais également aux chercheurs. Et puis, ça peut être donc une accessibilité directe pour les bibliothèques, mais aussi donc par médiation, comme on le voit traditionnellement dans les musées Beaux-Arts. Et par exemple, sur les muséums d'histoire naturelle, on va avoir la combinaison hein, de ces différents modes de transmission. Ce travail, de remplir ces missions, euh, vont poser à la fois son vecteur de risque dans cet usage immédiat dans le présent. Donc des risques, je vais présenter ici par exemple les risques de vol, hein, de casse, qui sont des qui peuvent avoir donc des degrés de dégradation forts, mais le simple fait d'exposer nos collections dans des conditions de conservation même adaptées entraîne donc une dégradation progressive. Et puis de fait, au regard de ces risques, euh, rendre accessibles, disponibles et mobiles nos collections entraîne des obligations pour les équipes de professionnels attachés à ces collections. Donc, c'est garantir les conditions de transmission, donc de transmettre dans un état de qualité, tout en conservant la signification de l'objet aux collections futures, au public futur. Et donc, du coup, ça sous-entend bien sûr un entretien mais également un travail de connaissance, de savoir qui passe bien sûr par l'inventaire, mais également tous les travaux scientifiques qu'on peut mener, puisque connaître et préserver de l'oubli nos collections est bien sûr le premier pas vers la connaissance. Dans cette grande chaîne patrimoniale, le conservateur-restaurateur va avoir une activité directe. Et c'est toujours ce compromis nécessaire entre diffusion aujourd'hui, exposition et permettre et faire la transmission pour les futurs, pour les générations futures, qui va toujours être un travail d'équilibre. Euh, Ici, pour ces questions de transmission, hein, de connaissance, la connaissance matérielle des œuvres va être un enjeu majeur. Je pense ici, par exemple, simplement à des œuvres d'art contemporain, par exemple de peinture contemporaine, où la connaissance des matériaux employés par les artistes, par exemple, au XXe siècle, notamment, par exemple, l'évolution hein, des matériaux
huileux ou acrylique sur ces grandes peintures non vernis, comme on voit par exemple dans l'exposition Rothko aujourd'hui, va permettre euh, de penser différemment leur mode de conservation et leur mode de diffusion au regard donc des paramètres qu'on aura compris sur l'évolution de ces matériaux. On sait que donc des huiles contemporaines vont avoir des comportements différents des huiles anciennes, non pas seulement parce qu'elles sont modernes, mais également parce que la composition, le travail des industriels sur la réalisation de ces matériaux, dans la composition, est différent et suggère donc des comportements et des évolutions différentes. Et par exemple, on sait que, par exemple, les travaux de recherche ont montré que au bout d'une cinquantaine d'années, on va voir un obscurcissement des matériaux, notamment parce que l'encrassement va devenir visible, et alors même qu'on avait un processus en évolution, donc on n'était pas forcément témoin. Donc, vous voyez ici hein, l'importance de ces recherche technologique avec une application directe donc, sur ce travail de préservation et de transmission. Donc la conservation-restauration, c'est, on va dire, trois sous-disciplines qui relèvent du travail du conservateur-restaurateur, mais également de d'autres acteurs, notamment pour ce qui relève de la conservation préventive. Donc, on partage la conservation-restauration, conservation préventive, conservation curative et restauration. Donc, ce sont l'ensemble des mesures et des actions qui doivent respecter donc la signification et les propriétés physiques des biens culturels. À nouveau, je reviens donc sur ces définitions de Nizelli. Comment les différencier hein, c'est notamment Denis Guimard qui avait travailler hein, sur ces représentations arborées, clairement donc, visualiser ces distinctions. Et c'est important aujourd'hui que je vous le présente, puisque vous allez voir que euh, les cadres, enfin, en tout cas, dans le cadre dans lequel se passent mes recherches, sont plutôt celui de la restauration que des autres éléments, même si, bien sûr, euh, des opérations de conservation préventive, relevant de la conservation préventive ou de la conservation curative peuvent être source de connaissances pour les œuvres. Donc, on va distinguer la conservation, des actions de conservation curative et de conservation préventive de la restauration lorsqu'on se pose la question, est-ce qu'il y a danger ou une menace sur l'œuvre? C'est-à-dire, faut-il faire quelque chose pour préserver l'œuvre alors qu'elle peut être jugée donc, en danger. Si la réponse est oui, les opérations vont relever de ce qu'on appelle donc, en conservation-restauration de la conservation. Si la réponse est non, donc s'il n'y a pas de caractère d'urgence, si en fait l'intervention va être certes directe mais facultative sur l'œuvre, alors à ce moment-là, elle relève de ce qu'on appelle la restauration. Donc, j'ai mis exemple, par exemple, le fait de remonter des tessons, si l'ensemble des tessons d'une céramique sont conservés correctement, à la fois s'il n'y a pas risque de frottement et d'abrasion, que les conditions de conservation environnementale sont satisfaisantes, à ce moment-là, il n'y a pas d'urgence à le remonter, si ce n'est pour avoir une meilleure lecture de l'objet. Et donc, on peut juger que l'intervention est facultative, esthétique, ou effectivement un caractère de connaissance de l'objet, mais que la matérialité, dans ce cas-là, est préservée, du moins stabilisée. Et on verra ici que les opérations de nettoyage, d'allègement de vernis, dans le cadre notamment, se passe une partie de mes recherches, s'inscrit dans cette première ligne. Euh, Lorsque ça relève de la conservation, donc lorsqu'il y a un danger ou une menace qui peut être latente ou long cours et qui peut être forte, et qui donc a un caractère d'urgence, à ce moment-là, soit on se passe dans le cadre de la conservation curative, soit de la conservation préventive. Donc, euh, si l'intervention est jugée urgente, que une intervention doit être directe et nécessaire sur l'objet, à ce moment-là, on se place dans le champ de la conservation curative. Et je ne l'ai pas dit, mais du coup, les opérations de conservation curative, comme les opérations de restauration, sont généralement donc dévolues à des conservateurs-restaurateurs diplômés, habilités à travailler pour les collections nationales. Donc ici, par exemple, des opérations comme le dessalement, la consolidation, les opérations de désinfection peuvent être donc, euh,
participent pardon, à des opérations de conservation curative. Je vais revenir sur des exemples qui relèvent de la conservation-restauration des peintures un peu plus loin. Pour ce qui est donc de ce qui relève de la conservation préventive, on parle de conservation préventive lorsque le caractère n'est pas urgent. On va mettre en place des scénarios, des méthodes pour travailler à prévenir les risques et limiter ou annuler les causes de dégradation. Donc ici, ce sont plutôt des interventions qui sont jugées indirectes, parce qu'on va travailler sur l'environnement de l'œuvre le plus souvent, mais on va voir que ce n'est pas forcément toujours cette forme. En revanche, elles restent nécessaires, puisqu'il va être nécessaire, par exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple des peintures contemporaines, euh, selon la nature des matériaux présents, on va devoir assurer un certain taux d'hygrométrie, une température satisfaisante, de façon, par exemple, pour des peintures acryliques, à rester en dessous, respecter donc une température éloignée de une température de transition vitreuse pour, par exemple, limiter l'encrassement de ces couches. Donc là, vous voyez, par exemple, de l'ordre de l'évaluation des collections, de la mise en place de plans d'urgence. Mais ceux qui sont à Paris, on sait bien que donc, la question euh, des crues est une question vive pour nos institutions, mais c'est également donc, des questions de régulation de l'environnement. Donc, je vous ai mis ici une définition donnée par Gaël Duguichin de ce qu'est la conservation préventive et qui est intéressante dans la mesure où souvent la conservation préventive est définie rapidement comme une intervention indirecte, donc sur l'environnement. Et ici, justement, il prend en compte quand même quelques interventions qui peuvent être donc relevées d'une action directe sur l'objet qui a pour but donc d'augmenter l'espérance de vie d'un élément ou d'un ensemble d'éléments du patrimoine, puisque le plus souvent, et comme dans les exemples cités un peu plus loin, les actions vont porter plutôt sur des collections que sur un simple objet. Mais pour donc, ne pas trop simplifier le propos, vous avez ici, par exemple, des actions de conservation préventive menées par des conservateurs-restaurateurs sur un objet. Donc ici, on a un petit panneau peint donc d'une école flamande de 17e, qui a été donc conditionné de façon à le préserver au maximum des variations d'humidité. Donc c'est un tableau qui appartient à une collection privée. Et l'idée étant que en fait il évolue naturellement dans une collection privée dans un contexte où on a des variations hygrométriques très fortes. Et le panneau qui par ailleurs a été aminci, vous voyez le revers sur l'image présentée. Euh, vous voyez plein de petits carrés clairs qui sont en fait les fantômes d'un ancien parquetage, donc d'une ancienne structure de soutien qui a été éliminée puisque avec le temps elle est devenue plutôt contraignante. Et le choix donc s'est porté sur une boîte donc climatique avec un enregistreur de variation. Donc ça c'est par exemple une des formes d'actions de conservation préventive menées par des conservateurs-restaurateurs. Une autre ici qui nous amène donc, au Palais des Beaux-Arts de Lille, où la mise en place d'un dos protecteur, donc un stretcher bar lining, le titre vient, donc je vous le présente en anglais puisque c'est une forme particulière de dos protecteur élaborée par la Tate Gallery, qui vise à créer en fait un coussin d'air pour limiter les effets des vibrations sur ici une toile souple très grand format, donc de Benjamin Constant, qui était amené à voyager au Canada dans le cadre d'une exposition rétrospective. Et donc, ici, c'est avec Aurélie Nicolas que nous avons mis en place ce système de façon donc à prévenir les risques inhérents au transport. Pour ce qui est de la conservation curative, donc ici, ce sont à nouveau des actions directement entreprises sur le bien culturel et qui visent à arrêter le processus de détérioration. Elles sont, je vous le disais, urgentes puisque il s'agit donc d'agir alors que l'œuvre, son existence même, est menacée à relativement court terme par donc une extrême fragilité ou parce qu'on observe, on a un processus de dégradation qui est en cours et que la vitesse est beaucoup plus élevée que celle qu'on pourrait observer habituellement. Ces actions de conservation curative peuvent avoir un effet donc, sur l'apparence des biens, d'où l'importance
de, d'évaluer le traitement et son effet sur l'œuvre au moment où il est appliqué et également dans le temps. Donc, vous avez ici un ensemble élargi à vos différentes euh, médias, enfin un type de collection sur lesquels peuvent intervenir les, les conservateurs, restaurateurs, la stabilisation de métaux corrodés, le séchage contrôlé de matériaux archéologiques humides. Je vous montre ici ce qui peut être fait à l'échelle de une toute petite action de conservation curative qui a été faite sur un tableau d'Édouard Vuillard, un fleur, qui est donc une peinture sur carton non verni, qui, de façon en fait à le protéger notamment de l'empoussièrement et de l'encrassement, ce tableau donc est sous cadre et sous verre, mais il se trouve qu'avec le vieillissement et l'ancien mode de présentation sous verre, vous voyez ici en haut à droite que le carton avait suivi un effeuillage qui entraînait un soulèvement de la couche picturale. Et donc, du coup, ici, on a un processus de dégradation qui était en cours, qui avait tendance à s'accélérer par la fragilisation du support et qui risquait d'entraîner donc à la fois des pertes du support et puis des pertes de couche picturale, même si elles sont minimes. Vous comprenez ici l'importance de stabiliser par un travail de consolidation. J'en viens à ce qui va nous amener à la technologie, à l'étude, au travail de ces processus de recherche, de connaissances technologiques, qui s'inscrivent le plus souvent dans le cadre d'une restauration, d'une action directe entreprise sur le bien culturel. L'idée étant d'améliorer l'appréciation, la compréhension et l'usage de ces œuvres, de ces artefacts, et une action de restauration va être entreprise lorsque on juge que l'on a perdu une part de la signification, de la fonction de l'objet du fait de détérioration ou de remaniement passé. L'enjeu est bien sûr que le conservateur-restaurateur doit respecter la nature des matériaux originaux, et ce respect de la nature des matériaux originaux, vous l'aurez compris, passe par une connaissance à la fois, on va dire, générale, contextuelle, hein, qui passe par l'apprentissage, mais également l'acquisition de connaissances, mais bien sûr une connaissance plus spécifique de l'œuvre que le conservateur-restaurateur est amené à restaurer. Euh, parmi les guides, juste pour rappel, hein, les guides d'une intervention en conservation-restauration, dans le choix des matériaux, mais également dans le choix du procédé et du type de traitement à poser, vont être ces exigences de compatibilité, de réversibilité et de lisibilité. Donc, ce sont un peu on va dire, des piliers, des repères, avec toute la difficulté, et on va le voir dans le cadre des nettoyages, hein, d'y répondre, mais c'est plutôt le conservateur-restaurateur va garder en tête euh, ces, euh, ce cadre pour évoluer et établir son traitement. Pour rappel, en France, hein, lorsqu'on entreprend une restauration, c'est une décision collégiale, hein. Le conservateur-restaurateur n'est pas seul à décider. Tout d'abord, le conservateur du musée, le responsable de collection, va émettre une demande, hein, souhaiter envisager une opération de conservation-restauration. Le protocole qui est établi par le restaurateur va être soumis à une commission de restauration du département. Et ensuite, le conservateur-restaurateur, seul ou en équipe, va mener ce travail. Le service des restaurations du CDRMF peut intervenir à plusieurs étapes, notamment dans un rôle de conseil auprès du conservateur du musée, mais il participe aux commissions de restauration et puis ensuite peut suivre ou encadrer le traitement et servir aussi de soutien. On va le voir un petit peu plus loin dans le cadre où on souhaiterait mener un peu au-delà de la simple restauration du tableau, un travail de recherche et d'étude sur les matériaux constitutifs. Pour rappel, les personnes habilitées aujourd'hui à travailler sur les collections nationales, hein, sont, les professionnels de la conservation-restauration diplômés des 4 formations françaises habilitées, donc l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, l'Institut national du patrimoine, de l'École des beaux-arts d'Avignon, ainsi que l'École des beaux-arts de Tours. Vous avez ici un travail qui avait été fait, retranscrit, publication de l'ARACHU, un peu des effectifs. On parle ici, vous voyez, hein,
de moins de 2000 professionnels de la conservation-restauration en France comptabilisés en 2019. Donc, tout ça pour en venir au temps de la restauration, comme je vous l'ai défini, cette intervention esthétique et facultative dans laquelle va pouvoir se dérouler en grande partie l'étude technologique. Donc c'est vraiment ce temps de la restauration, un temps privilégié à plusieurs titres, parce qu'il permet de réunir une documentation importante. Il permet d'avoir un temps plus ou moins long, mais en tout cas d'un temps dédié, où on va être vraiment le conservateur-restaurateur en contact direct avec l'œuvre, mais surtout à un moment où on va notamment engager, je vais y venir, des opérations de nettoyage, d'allègement de vernis, d'élimination des repins qui va nous mettre ensuite en contact avec la touche du peintre et cette surface originale telle qu'elle nous est parvenue aujourd'hui. Donc, cette question-là, hein, justement, du temps de la restauration et des choix qui vont être faits en regard d'allègement des vernis, du nettoyage, ont un lien direct hein, avec notamment l'évolution de cette discipline qui relève de l'étude technologique de l'art, puisqu'on sait que, notamment par exemple, je vais vous présenter un tout petit peu plus loin, le choix des Britanniques hein, depuis longtemps de pousser, vraiment d'être plutôt partisan d'un allègement fondamental, complet, d'un dévernissage des tableaux, les a amenés à vraiment développer hein, ces études technologiques, ce goût pour l'étude des traces, relevant de la connaissance des outils, des matériaux du peintre, on va dire, tendance qui a été plus longue à s'établir en France. Donc l'allègement de vernis, c'est quoi? Donc déjà, c'est une action qui est irréversible. Donc vous voyez tout de suite, on est, ça pose question par rapport hein, au pilier que je vous présentais tout à l'heure. Et donc, puisque c'est une intervention irréversible, ça donne certaines obligations aux conservateurs, restaurateurs, un travail de documentation préalable, donc pour connaître ce qu'on va enlever et ce qu'on va, bien sûr, dans quel cadre notre opération va s'inscrire, mais aussi de documentation au long cours, puisqu'il va falloir enregistrer l'ensemble des interventions, puisqu'on va éliminer des matériaux qui n'existeront plus, et donc le conservateur-restaurateur est dans une certaine mesure le seul témoin et donc passeur d'informations pour donc ces informations qui vont disparaître et qui relèvent ici plutôt de l'histoire de la restauration, des pratiques de conservation-restauration. Pourquoi on entreprend une telle opération pour gagner en visibilité. Euh, on va, souvent on dit on donne à voir la peinture, en même temps il ne faut pas oublier, et vous allez le voir, euh, plusieurs, ça relève toujours du choix, hein, du niveau notamment d'allègement, et donc du coup on va établir de nouvelles relations entre donc avec la production du peintre, avec l'état de conservation et avec le spectateur. On sait aujourd'hui hein, la difficulté parfois hein, de faire comprendre justement les changements inhérents dus à une action d'allègement de vernis, de nettoyage. On entreprend un nettoyage pour plusieurs raisons, parce qu'il peut être nécessaire de procéder à un traitement de support qui va entraîner donc une altération du vernis, et donc du coup, on sera obligé de l'enlever. On peut souhaiter harmoniser un groupe d'œuvres, c'est l'exemple que j'ai choisi, notamment en lien avec le projet sur Jean-Baptiste Aubry de Gemelle. Et aussi, à un moment donné, le vernis ne peut ne plus jouer son rôle, puisqu'un vernis a une fonction certes de protection, mais également un rôle visuel, hein, de saturation des couleurs. C'est lui vraiment qui va venir finir l'aspect esthétique, optique du rendu des couleurs. Donc, lorsqu'elle n'assure plus ses fonctions, c'est-à-dire qu'elle peut être une source de contrainte pour la couche picturale, donc, être la cause de soulèvement, elle peut nuire à la composition, à la perception de la composition, par son décoloration, et vous allez voir notamment des vernis fortement jaunis. Et puis aussi rendre avec le temps des retouches qui sont prises entre deux couches de vernis peuvent être dégradées, changer de couleur, être vraiment euh, voilà, nuire à la perception de l'image. Et à ce moment-là, donc, elles peuvent être, on va devoir s'en débarrasser.
Voilà. Donc, vous avez ici, par exemple, le cas donc, de deux tableaux conservés au château de Chantilly, restaurés à l'automne dernier dans le cadre du projet Oudry et qui sont présentés donc, à l'exposition Oudry-Mania à Chantilly au printemps. Et donc on n'est pas avant-après, mais on est plutôt donc, sur une paire qui, en fait, au départ était un trio, donc un tableau qui est conservé dans un autre musée de province. Et vous voyez ici que l'histoire matérielle de l'œuvre fait qu'on a des états de présentation qui sont très différents. Avec à gauche, donc la Lali au loup qui présente un état, on va dire, plutôt satisfaisant, une restauration qui avait été menée dans les années 80 et où on a conservé la fraîcheur des couleurs, les blancs des pelages et la touche du peintre sont perceptibles. Et à droite, en revanche, un vernis fortement oxydé qui n'a pas été ces 20 dernières années, enfin léger ces 20 dernières années. Et donc là, on voit vraiment que ce filtre jaune que constitue le vernis nuit à la perception des couleurs et qu'il est difficile de se rendre compte donc de la touche du maître et surtout de le confronter à la lalie au loup. Donc, en préalable, on va donc consulter des dossiers d'œuvres, consulter les rapports d'analyse, observer sous UV les tableaux. Observation sous UV, je vous mets ici, qui participe donc à l'étude technologique, hein, ça fait partie également des préalables. Je vous mets ici deux exemples de tableaux à nouveau de Jean-Baptiste Oudry, qui sont tous les deux conservés au musée de la Chasse et qui ont fait l'objet d'une étude dans le cadre donc, du chantier des collections du musée de la Chasse avec, auprès de Karine Chastagnol, qui était alors donc, à- pardon, adjointe à la conservation des collections. Et donc, vous avez ici des tableaux qui peuvent paraître en état de conservation satisfaisant, Ponty de Jean-Baptiste Oudry, lorsqu'on les observe sous UV. Donc, vous avez ici donc, une fluorescence légèrement verte hein, qui indique la présence d'un vernis enfin, naturel, hein, sans doute de résine d'amarre plastique, mais plutôt de résine d'amarre vu les paramètres de solubilité. Et lorsqu'on observe donc sous UV, on voit la présence, je ne sais pas si vous voyez mes flèches, mais de petits points noirs ou de taches noires, donc sur chien en JB. Donc vous voyez ici euh, entouré, enfin cerclé de jaune. Donc on voit tout de suite, alors même que en lumière naturelle, on avait l'impression que des œuvres présentaient un état de conservation satisfaisant et un degré d'originalité, d'authenticité, on va dire, équivalent, que l'observation sous UV nous montre que à gauche, dans ce petit tableau sur cuivre, est plutôt très bien conservé, que les petits points noirs donc, qui sont de la retouche sont très limités, alors même que donc, sur chien et gibier mort, on a des repins beaucoup plus larges qui sont présents donc, sur les arrières, dans l'arrière-plan, mais également dans les fonds, mais également donc, sur les figures de chiens. Et ici, ça va être donc, un guide certes pour le nettoyage, mais aussi un guide dans l'étude technique, puisque bien sûr, nos observations pour connaître la touche du peintre vont se concentrer sur des parties non retouchées, ou dans le cas où on pourrait procéder à un allègement du vernis et des repins, euh, elle pourra donc être observée dans un deuxième temps une fois que ces repins auront été éliminés. Donc, juste pour vous rappeler que l'allègement relève du choix, hein, c'est ce que je vous disais. On a trois écoles qui aujourd'hui ont tendance à converger hein, vers des pratiques assez homogènes, une forme d'internationalisation du nettoyage des peintures, quoique. Donc ici, vous avez un exemple de nettoyage, on va dire, total, hein, qui on va plutôt donc ici, qui a été justifié par des raisons matérielles, de volonté d'élimination des repins que vous voyez sur la partie haute de la composition de Lambert Sustris. Vous avez l'image avant restauration, puis après restauration, d'un tableau conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille. C'est la National Gallery hein, qui avait, comme je vous le disais, poussé ce genre de manœuvre et qui avait favorisé le développement des connaissances technologiques quand, on va dire, l'école française du Louvre avait plutôt une tradition donc d'un allègement dans le du vernis afin de conserver une couche en surface de façon à harmoniser les rapports de couleurs à l'intérieur du tableau, mais également une volonté par la conservation d'une couche de vernis de témoigner de l'âge du tableau.
Dernier exemple, et qui était une pratique plutôt en Europe occidentale et qui s'est développée aux États-Unis notamment, enfin, qui est largement pratiquée donc, à New York, des nettoyages sélectifs. Donc ici, vous avez l'exemple, non pas enfin, d'un nettoyage sélectif qui a été mené sur un nettoyage sélectif de façon à re-rendre un équilibre général. L'idée étant, en fait, le plus souvent dans ces pratiques de nettoyage sélectif, que on nettoyait l'éclair de façon à redonner un petit peu de lumière. Et vous le voyez bien ici dans la composition présentée en haut de Boilly, que les chemisiers, les bonnets apparaissent clairement, alors même que les parties un peu plus sombres se fondent. Et le choix donc, de restauration et d'allègement a été fait de façon à rééquilibrer l'ensemble de la composition dans la partie que vous voyez donc, dans l'image après restauration. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, dans quel cadre se place cette étude. Et donc, j'ai voulu vous présenter donc une partie de mes recherches qui relève donc, de l'histoire technologique de l'art, avec l'exemple de Jean-Baptiste Oudry. Donc Jean-Baptiste Audry est un peintre de la première, enfin, qui œuvre essentiellement dans la première moitié du XVIIIe siècle, qui est professeur à l'Académie des Beaux-Arts, responsable des manufactures. Donc c'est une figure importante et qui, dans le cadre de sa pratique enfin, de professeur à l'Académie de peinture et royale de peinture et de sculpture, va prononcer 2 conférences, dont une conférence à caractère technique, avec, c'est la seule dans le corpus des conférences connues, et en tout cas pour celles qui sont données par des artistes peintres, et il va prescrire vraiment une technique picturale en reprenant chaque étape, en faisant des préconisations de façon à ce que la peinture, la production du peintre se conserve dans le temps. Donc, comment choisir certains pigments, comment mettre en œuvre les différentes strates de façon à s'assurer d'une certaine stabilité. D'où donc le choix de ce sujet. Euh, les recherches en technologie peuvent se porter en règle générale sur euh, un artiste, donc une approche justement monographique pour voir les grandes transitions ou les effets. Ici, le choix s'est fait donc de partir donc, de ces textes pour les confronter à la matérialité et voir également comment Oudry, puisqu'il prononce ses conférences à la fin de sa carrière, introduit ou non certains éléments dans ses conférences au regard de l'expérience qu'il a pu avoir sur ses œuvres. Donc, je vous présente ici un peu le cheminement d'une étude technique telle qu'elle a été menée pour Jean-Baptiste Audry. Donc, par exemple, le premier corpus que nous avons étudié est celui donc, des 4 saisons qui sont conservées au château de Versailles, qui avait été restauré donc, par une équipe de conservateurs restaurateurs dans les ateliers du CEDUSRMF, et pour l'étude technique qui avait été, donc, j'avais pu mener donc, dans les ateliers en collaboration avec Claire Gérin-Pierre. Mon premier travail, c'est la critique dite d'authenticité, évaluer l'état de conservation des œuvres, puisque la portée informative va être différente selon si on a un état original, on va dire satisfaisant, conservé, ou est-ce qu'il a été très modifié. Donc, dans le cas de ce corpus, donc de 4 tableaux, vous voyez encerclés en vert, en fait, les 2 œuvres qui sont entre guillemets les mieux conservées. Elles ont été rentoilées, donc elles ont subi une opération donc, de renforcement du support d'une toile collée à l'arrière de la toile originale, donc qui suppose aussi un écrasement relatif de la couche picturale par l'utilisation de fer chaud. Mais on comprend encore la touche du peintre, alors même que les 2 toiles que vous voyez sur les côtés, donc l'automne et l'été, elles ont été collées sur bois et complètement écrasées. Donc là, tout de suite, c'est le premier point, cette critique d'état de conservation qui doit être menée donc, par le conservateur-restaurateur, qui va permettre à ce moment-là, et vous le voyez ici dans les détails, on sent tout de suite que la touche, l'empattement est encore visible, va permettre de définir la section des pinceaux, le choix des fondus par l'artiste, dans le printemps, alors qu'elle sera beaucoup plus difficilement observable sur l'automne. L'état de conservation va être également, donc, je vous le dis, un guide, mais va nous permettre aussi de comprendre comment l'artiste met en œuvre ces tableaux, la rapidité d'exécution, est-ce qu'il y a des défauts, on va dire, techniques, des erreurs techniques, entre guillemets, selon la nature, en fait, des altérations observées. Donc ici, on a ce qu'on appelle des craquelures prématurées, qui sont donc des craquelures qui sont apparues dès la mise en œuvre de la peinture,
qui peuvent relever plusieurs problèmes, notamment le fait donc d'un non-respect du gras sur maigre, c'est-à-dire que Oudry aurait appliqué sa couche donc grise du tablier sur des fonds qui ne seraient pas encore secs ou qui seraient plus gras. Et donc la couche sous-jacente, en séchant, tire sur la couche superficielle. Donc là, dans le cadre de notre projet par rapport à Audrey, c'est vraiment intéressant en fait de s'intéresser à ces questions-là, puisque lui-même est dans une démarche conservatoire, dans les préconisations qu'il fait dans ses conférences. Donc là, on est dans des œuvres qui sont contemporaines de de la conférence. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la production d'Oudry, on observe très peu d'altérations, on y reviendra un peu plus loin. Et lorsqu'on les observe, on est dans un contexte de commande. Là, c'est vraiment la prise en compte plus large du contexte de création par le peintre, qui est intéressante, puisque on s'aperçoit que c'est souvent sur des commandes avec des exécutions très rapides, euh, qui correspondent donc à la présence de ce genre d'altération. Et donc peut-être que le contexte de commande est en partie responsable du non-respect de certaines règles que Audrey connaît par ailleurs. Dans l'étude technique, on va s'attacher à reprendre la stratigraphie, donc l'étude de la nature du support, et ensuite aller donc jusqu'à l'étude de la préparation, puis des superpositions des couches pour comprendre à la fois les matériaux qu'utilise le peintre, ses outils, et comprendre comment il les met en œuvre les uns par rapport aux autres. Dans le cadre de la nature du support, le temps avance, je vais vous présenter ici un travail qui a été fait sur la question de ces petits supports de cuivre, qui sont deux peintures qui ont donc sur un support métallique, qui sont conservées au musée de la Chasse, qui ont été peints par Oudry, donc pour en faire cadeau au roi en 1747, donc plutôt à la fin de sa carrière. Il faut savoir que les supports métalliques, en France dans la peinture 18e, mais plus largement dans l'histoire des techniques, euh, sont plutôt rares dans la période 18e. La peinture sur métal a connu une grande expansion au milieu du 16e jusqu'au milieu du 17e siècle, puis connaît un abandon relatif pour ressurgir au 19e siècle. Et ce qui a été intéressant ici, c'est d'observer que d'abord, la peinture n'est pas posée sur cuivre, mais que comme vous le voyez sur les images, on a un support qui en fait a une double couche. On a une couche de métal blanc, comme vous le laissons, qui est coulée sur la plaque. L'étude des traités, des textes techniques de préparation des plaques, nous a permis de mettre en rapport euh, et d'identifier la technique ici. C'est notamment Isabelle Horowitz qui a fait tout un travail sur les supports métalliques en peinture. Et vous voyez que l'observation des tranches montre des petits points blancs qui montrent en fait les gouttes, les coulures claires qui permettent de comprendre comment a été mis en œuvre cette plaque. Donc ici, on est sur un tout petit corpus dans la production de Oudry. On a 6 tableaux sur métal qui sont connus. Et en peinture française, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la même période, ce sont plutôt des peintres comme Watteau, Lancret, Vernet, qui vont s'intéresser à ces supports, qui sont connus pour enfin, avoir un rapport à la peinture d'une peinture délicate et fine. Et c'est vraiment ce que met en place ici Oudry. Donc c'est intéressant de voir comment, à la fin de sa carrière, il s'oriente vers un support qui va vraiment, donc on est sur des tout petits formats, alors qu'il est habitué à des formats de 2 mètres par 3 mètres, comme l'exemple du château de Chantilly, qui reprend les mêmes éléments de composition, mais qui vont donc lui permettre de retravailler sa touche. Autre question qu'on s'est posée, vous avez ici à droite le détail donc d'une lacune encerclée de blanc qui montre en fait la préparation de la couche de cuivre, enfin de la couche de métal, pardon, de la plaque de métal. Ici, on voit qu'il peint sur une préparation blanche, alors que dans l'exemple de la lisse, qui est une peinture sur toile, on a, vous voyez ici dans le détail au bout des flèches, des préparations colorées. Donc là, on est toujours dans la première moitié du XVIIIe siècle. La question des préparations est une question importante par rapport aux couleurs. C'est la dernière temps où les préparations colorées
ton majoritaire, mais on voit que les peintres réfléchissent et travaillent à ce ton de fond pour ensuite structurer et monter leurs couleurs. Et chez Boudry, c'est un point particulièrement important, puisque c'est un peintre qui est assez économe techniquement et qui va pouvoir donc monter ses couleurs sur des fonds riches de couleurs et donc une vraie anticipation dans la construction de ces figures. Pardon. On va pouvoir également s'interroger sur la question de la palette, alors à deux niveaux. Donc l'idée, c'est tout d'abord d'observer le tableau, d'être guidé aussi par la présence de certaines éventuellement altérations. Oudry, à nouveau, en revient à ses conférences, prévient sur la dégradation de certains colorants qui sont utilisés par les peintres. Je pense ici au lac jaune de style de grain, qu'il aime utiliser, mais qu'il réserve à ses mélanges dans des verres. Il est plutôt voilà, dans ses discours contre l'usage de l'outre-mer. Il est prescripteur de l'utilisation de terre verte. Donc, d'abord, et surtout, il pousse le peintre à mélanger ses pigments pour former un ton subtil et non pas utiliser un pigment pour un ton, comme on le verra plutôt dans les peintures du 19e, 20e. Donc là, d'abord un travail d'observation macroscopique, puis microscopique. Vous voyez ici des images et des relevés à la dinolite qui permettent aussi de voir donc, le temps de préparation et d'observer les différentes couches. Puis des questions qui vont être adressées à des équipes scientifiques. Vous avez ici donc, une photo donc, avec Laurence de Vigry sur la session de travail qui a été faite au château de Chantilly, en présence également de Lucie Brunel Duverger. Sur d'autres séquences d'études, on avait pu travailler avec Johanna Salvant, Éric Laval du CNRMF. Et là, par exemple, une des questions qui s'est posée, c'était de savoir si les rouges étaient tous on va dire, d'une même nature, avec un usage qu'on pouvait attendre, donc de vermillon. Et ce qui est apparu intéressant ici, c'est que sur le tableau de Chantilly, Oudry va utiliser, par exemple, deux natures de rouge. En tout cas, il va monter ses rouges de façon différente. D'un côté, il va utiliser pardon, pour les gouttes de sang au bout des crocs du loup, et puis pour la langue du renard qui n'est pas représentée ici, un vermillon, donc un rouge intense, hein, une forte saturation des couleurs, quand il va préférer pour les yeux et également pour les babines des chiens, de monter en deux tons, un ton de terre avec ensuite l'application d'une laque rouge qui va donner un effet plus profond, plus mouillé, et donc là, on voit vraiment ce rapport entre choix du pigment et choix de l'élément de la composition. Rapidement, et pour finir sur l'étude technique, un des éléments qui nous intéresse aussi dans le cadre de cette processus, l'étude du processus technique, c'est la recherche des changements de composition qui permettent de comprendre aussi dans quelle mesure le Oudry est fixé sur sa composition dès le départ. Donc là, vous avez des exemples de tableaux qui ont été étudiés au château de Chantilly. Il s'agit d'une commande royale qui est faite au tout début de la carrière, on va dire, officielle de Jean-Baptiste Oudry et qui va le mener, entre guillemets, à sa gloire, puisque c'est une commande du roi des portraits de ses propres chiens de chasse et dont Oudry a peint rapidement et en partie devant le roi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit sur Lise le tableau à gauche. Vous voyez très bien, c'est un des repentirs les plus connus d'Oudry, puisque faisant le vol, on voit donc le fantôme de ses ailes. Et puis un moins connu, mais tout aussi et peut-être même plus intéressant, de Miss et Turlu, qui avait été mis en évidence lors de la restauration du tableau dans les années 80, où en fait Oudry a changé complètement le fond, puisqu'il avait dans un premier temps choisi un fond paysager pour ensuite poser plutôt une architecture de fond. Et donc là, en cours du nettoyage, en fait, les feuillages et les roses sont réapparus dans les années 80 et il a été décidé donc, de faire un équilibre entre les deux. Mais on voit donc que sur des compositions dressées rapidement, Oudry va faire des changements de composition pour réharmoniser, alors que par la suite, sur les compositions qu'on a pu voir, on a des éléments très structurés, très peu de changements et de repentir.
Autre élément qui est apparu donc ici dans Charlotte Grédinet et Petite Fille avec un équipement donc, qui avait été acquis dans le cadre d'un projet d'équipement donc avec le DIMAP. Vous voyez ici que les noms des chiens apparaissent en lettres dorées et l'observation en réflectographie infrarouge montre le déplacement et donc le caractère non original des lettres aujourd'hui visibles à la peinture dorée, sans doute en lien donc avec un changement de format et un souci de visibilité. On a voilà, ce genre d'observation. Le système de réflectographie infrarouge va également pouvoir nous aider sur des propositions par rapport à la nature de certaines couleurs et guider nos questions ensuite avec des collègues du LAMS ou du CESRMF. Deux dernières images pour vous montrer la part donc, de l'étude des procédés picturaux, donc une observation vraiment macroscopique pour comprendre comment Oudry travaille et monte ses figures, puisqu'on a vraiment quatre de schémas très répétitifs chez Oudry et qui nous amènent à nous poser la question de l'importance de la caractérisation stylistique des peintures d'Oudry, puisque la majorité des peintures qui sont attribuées à Oudry ne sont pas signées et que souvent elles sont elles ont fait l'objet de changements d'attribution, d'abord à des ports, parfois à son fils, au fils de Jean-Baptiste Coudry. Donc, ici, vous voyez que on observe un cerclé de jaune, vous voyez peut-être la couche sous-jacente rose, donc qui est la couche de préparation, le ton de fond, comme l'appelait Oudry, qui transparaît également derrière l'oreille. Et puis, une première séquence de travail, donc qu'on recherche du fait de la connaissance de ces textes. Il nous dit en fait, dans un premier temps, on va esquisser dans des jeux de gris et de clair euh, les ombres et les lumières de façon à construire et donner la forme. Et donc là, encerclé de vert, vous avez ici ce ton grisâtre qui est posé donc, sur le ton rose, qui donne ce côté un petit peu violine qui nous montre comment Oudry a d'abord structuré la figure du chien par des grands aplats colorés, assez frottés à l'image de ce qu'on peut observer sur l'oreille. Donc, on a vraiment souvent cette construction pour ensuite venir travailler avec des touches claires pour travailler le pelage. Là, une des caractéristiques du travail d'Oudry, c'est un travail qui est rapide et qui se veut dans le frais. Lui-même dit qu'il faut vraiment que pour les figures animales, et notamment le travail du poil, il va falloir travailler sur une matière qui est ductile, malléable, mais en même temps qui ne doit pas être trop humide. Donc il faut vraiment saisir le temps, le moment où l'adhérence sera bonne, puisque il prévient que si le peintre revient pour travailler ses poils justement un peu trop tard, l'adhérence entre les couches ne sera pas bonne. Et donc ça, voilà, ça c'est aussi un guide pour voir si entre mise en œuvre technique, aspect conservatoire et donc bonne exécution du motif. Dernière image et qui pose aujourd'hui, en fait, qui sont des pistes de réflexion par rapport à la caractérisation stylistique. On voit que quelle que soit l'échelle, puisque vous avez ici trois exemples de traitement de pâte, Oudry vraiment a une sorte de schéma de construction avec une exploitation des tons de fond. On le voit bien sur l'image centrale où vous voyez que le ton brun terreux transparaît dans les demi-valeurs des pâtes. Puis ensuite un travail entre guillemets de cerne blanc et noir, blanc pour les lumières, donc plutôt en aplat avec des brosses souples, et puis un pinceau fin qui va venir cerner de noir les zones d'ombre. On a aussi des éléments caractéristiques qui est confirmé par les analyses physico-chimiques, l'utilisation de jaune de Naples comme touche et réau des lumières en bout de pâte. Donc ça, c'est un travail qui est intéressant et qui va être, enfin, qui me semble intéressant et qui devrait être développé par la suite, notamment pour essayer d'avoir des critères de reconnaissance, d'identification des tableaux de façon à de répertoire d'images qui nous permettrait de renforcer ces éléments de caractérisation. C'est notamment un travail que Jürgen Madoun mène sur l'étude des Rembrandts, sur lequel il travaille depuis au moins une quarantaine d'années, notamment sur la construction des yeux et des mains. Et donc là, sur l'idée serait de le développer. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu plus longue que prévu. Je m'en excuse.